Bienvenue sur Anthropoblog. Je vais parler de l'anthropologie qu'on dit de la nature, donc qui traite de la relation entre les humains et la nature. Et donc j'ai regardé une conférence de Philippe Descola à la Fondation d'écologie politique. Donc le lien sera en vidéo et ça s'appelle Humain trop humain, où il parle principalement de l'anthropocène parce que c'était le sujet de la conférence. Et voilà, commençons. Donc l'anthropocène, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas un gros mot. Donc ça vient de anthropos. Anthropos c'est l'homme, comme dans anthropologie. Et cène c'est ère géologique. L'anthropocène c'est l'ère géologique où l'homme a une influence sur la nature au niveau global. On peut observer la présence de l'homme dans la sphère géologique. C'est la première fois qu'il y a une espèce qui se distingue et qui influence tout l'écosystème dans leur manière de vivre. Donc Philippe Descola, lui, met sa définition, dit que l'anthropocène commence à la création de la machine, l'invention de la machine à vapeur par Watt à la fin du XVIIIe siècle, parce que la machine à vapeur, ça va avoir un effet qui est global. C'est une technologie qui est au service d'une idéologie, qui est le capitalisme marchand. C'est l'illusion de la nature comme ressource infinie, permettant une croissance infinie grâce au perfectionnement infini des techniques. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que la crise écologique et l'anthropocène montrent? On a continué à puiser des ressources, jusqu'à ce qu'elles deviennent finies, et qu'à ce moment-là, on se retrouve avec un gouffre où, comme c'est la base de toute l'économie, on ne sait pas comment pallier ce manque de ressources en fait. Donc ça a des effets qui sont globaux. Comme c'est un phénomène qui est global, ça a des conséquences qui sont globales. Et donc on a envie d'y répondre avec des outils globaux, donc de conférences, la COP21. Bien que ce ne soit pas important, c'est très compliqué de savoir se mobiliser au niveau global parce que on ne l'a jamais fait avant. Et que avoir une réponse qui est organisée, qui ont des effets voulus au niveau global, c'est très compliqué. Une connaissance du global, c'est à l'échelle de la population entière de la planète, c'est très compliqué. Et donc, Philippe Descola dit que comme ça a des effets qui sont locaux également, et avec des spécificités qui sont locales ou régionales, à différentes échelles, il faut adresser des solutions à ces différentes échelles-là, qui sont du coup adaptées à la mesure de ces conséquences. Donc c'est un phénomène global, sauf que il y a une grande inégalité dans les réponses et les conséquences locales. Et donc par rapport à ça, par rapport à l'inégalité du changement, des effets de la crise climatique, je vous conseille une lecture qui est de Nastasia Martin, qui s'appelle Les âmes sauvages, où elle parle du peuple Gwich'in en Alaska, qui vivent dans la forêt et en même temps que les forêts brûlent, les populations brûlent aussi. Donc on voit bien ici qu'il y a un type de population qui sont les populations autochtones qui vivent en relation avec la nature et des non-humains dans un écosystème, sont les premières personnes qui sont touchées par la destruction des écosystèmes. Voilà, alors que les personnes alors que cette idéologie capitaliste marchande qui est originaire de l'Occident, ce sont les dernières personnes qui vont être touchées parce qu'elles sont au-dessus dans la hiérarchie. Donc c'est d'abord la nature qui est touchée, les non-humains qui sont touchés, les humains qui vivent en relation avec les non-humains, et ensuite les humains qui sont isolés de nature et qui la contrôlent, qui seront touchés en dernier. Donc là, il y a une vraie
reproduction des inégalités dans la construction de d'une idéologie inégalitaire. Philippe Descola va aborder 3 modalités de changement de notre manière de penser la relation des humains avec les non-humains. Donc, la première, c'est l'adaptation, la manière dont on pense que l'humain s'est adapté à son environnement parce qu'on voit qu'il y a des environnements il y a des micro-écosystèmes qui se sont créés qui sont avantageux aux humains. Il y a une densification des espèces que les humains utilisent. Et donc que tous les changements qu'on va faire et qu'on fait et toutes les actions qu'on fait ont des conséquences sur l'écosystème et qu'en fait on n'en a pas la mesure, et c'est ça le problème. Et donc c'est pour ça que toutes les actions qu'on fait sont importantes. Ensuite, la deuxième modalité, c'est l'appropriation de la nature par l'humain. Donc on est dans un paradigme en fait où on transforme les matières premières à notre avantage et que, pour reprendre le terme romain, l'usus, en fait on a l'usus et l'abusus des matières premières qu'on trouve parce qu'elles sont du bien commun et on peut se les approprier. Philippe Descola, il incite à penser un écosystème d'humains et de non-humains qui sont porteurs de droits et que les humains seraient les garants de cet écosystème et qu'ils auraient l'usufruit, donc c'est-à-dire la capacité d'utilisation de cet écosystème, mais qu'ils n'en sont pas propriétaires. Donc par exemple, quand on passe à la propriété privée, c'est un individu qui est propriétaire d'une terre et qui peut en faire ce qu'il veut en fait, juridiquement, et c'est son objet. Et en fait, c'est de faire ces objets-là des sujets politiques, des sujets qui ont des droits. Donc là, ça nous mène à la troisième modalité, qui est la représentation des non-humains dans la société humaine. Donc c'est jusque-là, les non-humains n'avaient pas de droits. Et on a créé des droits des animaux récemment, où on considère certains animaux dotés d'émotions, mais c'est toujours dans une perspective anthropocentrique, donc centrée sur l'homme. On va prendre ce qui nous ressemble le plus et leur accorder des droits que nous on a. Et en fait, ce serait de changer cette perspective-là qui est centrée sur nous, mais de considérer comme que tous les non-humains, toute la nature soient des sujets politiques et qu'ils aient des droits, qu'on doit défendre ces droits pour eux, parce qu'ils n'ont pas la capacité de parole en fait. C'est comme les enfants ont des droits, mais même s'ils ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, quelqu'un va les représenter, les parents, les représentants légaux. Donc ce serait un peu quelque chose comme ça. Donc là, je suis déjà venue à la solution, mais en fait, notre système juridique il est basé sur un individualisme possessif qui date, l'idéologie date de la période des Lumières. On a créé l'individu comme une personne qui est propriétaire de sa propre liberté et qui est indépendante de sa communauté et d'un groupe de personnes. Donc quand on pense à l'État s'adresse à des individus. C'est ce qu'on appelle le monisme juridique et le monisme sociologique. Et en fait, c'est en contraire avec des groupes ethniques, des groupes religieux, tout ce qui est de groupe, et qui est une médiation entre la personne et l'État. Voilà, donc on considère que l'individu se doit lui-même et qu'il n'est responsable de personne. Là, ce serait changer cet individualisme possessif qui est en plus très occidental,
parce que si on pense à la Chine, ils conçoivent leur relation, l'individu n'existe pas en fait, il est toujours c'est un membre d'une communauté. Une personne est un membre d'une communauté, mais il n'y a pas d'individu. Et donc là, ce serait de penser les humains comme membres d'un écosystème et de considérer les non-humains comme des sujets politiques qui font partie de ce système-là. En fait, on voit qu'il y a des systèmes qui sont déjà comme ça, et donc je parlais des peuples autochtones, qui sont les premières personnes, les premiers peuples touchés parce qu'ils vivent dans la nature en fait. Et c'est en même temps les premières victimes et en même temps celles qui détiennent le savoir pour changer notre relation avec les non-humains et la nature. Enfin, moi je dis plutôt la nature, mais Philippe Descola dit plutôt les non-humains. J'aime pas en fait non-humain parce que c'est penser l'autre comme quelque chose qui n'est pas, alors que nature c'est quelque chose qui est. Mais en même temps c'est très large parce que ça inclut en même temps les animaux, les rivières et le virus quoi. On peut faire un parallèle entre l'idéologie individualiste et l'idéologie de l'individualisme possessif peut-être, et l'idéologie animiste qui est de considérer que tous les êtres vivants ont une âme et qu'ils ont droit à la dignité et qu'ils sont égaux de nature avec les humains. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle John face au vent de Corto Fajal, qui est un anthropologue qui est parti dans les pays scandinaves et qui a suivi un éleveur de rennes qui suit les rennes dans leur parcours saisonnier. Et il montre en fait les effets du changement climatique et la fonte des glaces qui affectent le chemin des rennes qui se retrouvent littéralement bloqués. Et donc en fait c'est les premières personnes qui voient les effets du changement climatique au niveau des non-humains en fait, enfin de la nature, et qui ont peut-être le plus les clés pour y répondre. Parce que ils sont plus proches, ils sont sur le terrain, et donc là c'est vraiment au niveau local. Et dans leur manière de penser, ils sont déjà dans ce rapport d'égalité et dans ce rapport de garant des droits des non-humains. Voilà, on peut penser du documentaire Angry Inuk, qui est en ligne, que vous pouvez voir gratuitement, qui parle des Inuits au Canada et leur rôle politique avec la fonte des glaces dans cette zone géopolitique qui est au croisement entre les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Russie. Donc voilà, c'est pas le sujet premier de ce documentaire, mais il y a tout un passage là sur cette importance géopolitique et comment, pourquoi travailler en relation avec le peuple autochtone est primordial sur un plan politique, et pourquoi connaître leurs croyances, leur idéologie, c'est pas juste donc ce que font les anthropologues en fait, c'est pas juste un désir fantaisiste et un désir exotique de savoir purement la diversité des croyances humaines, mais également une source de savoir et une source de connaissance et de wisdom, de sagesse pour nous, occidentaux, repenser notre relation avec les non-humains et avec la nature pour arrêter donc, en fait, de dominer la nature. Voilà, donc c'était assez intense, il y a plein de choses qui sont un peu compliquées à comprendre, à accepter et tout, c'est un peu dur. N'hésitez pas, si vous avez des exemples, des ressources complémentaires qu'on peut regarder, parce qu'on va tous un peu rester chez nous. Apprenez plein de nouvelles choses sur comment être un nouvel humain, et voilà, bisous, bye.